Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale qui affecte près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le dépistage constitue le seul moyen de prévention de cette pathologie. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Comment vivent-ils? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. On en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas les jus de fruits. Mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Le cancer du col de l'utérus constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Qualifié de tueur silencieux, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter? La réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, des personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Ils sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Ce cliché qui leur colle à la peau constitue une stigmatisation. Pourtant, ils seraient ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils utilisent le cerveau. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère élève en classe de 6e. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture.
les gauchers ou les gauchers le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public, du coup c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour cette psychologue, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Autre élément dans ce journal, le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguenon est agronome et nous en parle. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc, de conservation, au-delà donc, de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie donc, des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certains qui sont très nocifs pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc, ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc, qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun.
Dès ce lundi 17 janvier, plus personne ne pourra entrer et sortir de l'université d'Abomey-Calavi à partir de 19h sans décliner son identité. Ainsi en a décidé le recteur Félicien Avlessi. Dans un communiqué adressé aux étudiants, personnel enseignant, personnel administratif et autres usagers de l'université d'Abomey-Calavi, il est précisé qu'il y aura désormais des contrôles d'identité et des fouilles inopinées sur les véhicules à 4 roues à l'entrée et à la sortie du campus. Une décision qui vise à démasquer et décourager les commanditaires et responsables de troubles sur le campus. Ainsi donc, il est demandé à toute personne de se munir de son badge professionnel, de sa carte d'identité nationale, de sa fiche d'inscription ou d'autres pièces pouvant l'identifier et justifier de sa présence sur le campus au-delà de 19h. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a débloqué 60 milliards de francs CFA pour le compte du projet d'aménagement hydro-agricole et d'équipement de 12 000 hectares de terre. Le dit projet devrait contribuer à la relance durable du développement économique et social au Bénin. Il cadre avec la vision du gouvernement de faire du secteur agricole un secteur dynamique à l'horizon 2025, compétitif, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses répondant de façon équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. L'accord de financement est intervenu lors du 2e forum arabo-africain pour le commerce et le développement qui s'est tenu au Caire en Égypte en décembre 2021. En Côte d'Ivoire, l'alphabétisation est un puissant levier pour l'autonomisation des femmes et le développement économique. Le taux d'analphabétisme est très élevé dans ce pays. 51% de la population ne sait ni lire ni l'écrire, selon l'UNESCO. La majorité sont des femmes et des jeunes filles. Face à cet état de choses, le gouvernement promet d'améliorer l'accès et le maintien des enfants à l'école et de développer des solutions numériques. Le reportage de Anal Fedjani et Damien Kofi. À Bobo, dans le nord d'Abidjan, au domicile de Brigitte Kwame, pour la jeune femme aujourd'hui en 2e année d'études de soins infirmiers, atteindre ce niveau de formation n'était pas gagné d'avance. Le point de départ de son alphabétisation, une mauvaise expérience dans un supermarché à l'âge de 12 ans. Comme je ne savais pas lire, c'est pas que j'ai écrit entrer et puis à sortir. Je suis rentrée par la sortie et le juge m'a chassée. J'ai tellement honte. Je suis venue dire à ma tante que je n'ai pas eu. Et le lendemain, je lui ai dit non, que tante, je vais faire les cours de soir. En terminale, j'ai eu mon fils, il préparait, il gérait les enfants, je bossais chaque jour pour cahier toujours à côté. Selon la Banque mondiale, en 2018, en Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation chez les femmes de plus de 15 ans était de 40,4% contre 53,6% chez les hommes. Un écart que le gouvernement a bien du mal à réduire. Ces femmes sont retenues, n'est-ce pas, pour les travaux domestiques. Il y a aussi le poids économique, parce qu'à un moment donné, il faut bien assurer un certain nombre de charges qui, si le parent n'a pas les moyens de le faire, est obligé de lâcher, de laisser la petite à la maison. Le temps, les déplacements, les coûts, autant d'obstacles qui entraînent beaucoup d'apprenantes à jeter l'éponge. Consciente que son parcours peut être source de motivation pour d'autres femmes, Brigitte, elle, aspire à aller plus loin. J'aimerais rentrer dans une institution, l'UNICEF, UNESCO, une infirmière sans frontières, quoi. Aujourd'hui, sa mentor Joséphine est venue lui rendre visite. Cette éducatrice a fait de l'alphabétisation numérique son cheval de bataille. Quelqu'un qui apprend à lire l'alphabet, c'est vrai que c'est écrit sur le portable. Mais il faut rentrer dans les fonctions. Je suis en train de tout faire pour que dans tous les centres d'alphabétisation, l'informatique soit instaurée. Joséphine Quadio plaide pour une subvention des activités menées par les centres privés. Les autorités, elles, ont fait le pari ambitieux de réduire l'analphabétisme à 20% d'ici 2024. Un plan d'action concret devrait être élaboré d'ici la fin des États généraux de l'éducation en février 2022. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.